Gagarine, c'est un projet qui est né il y a 6 ans. Avec Fanny, on n'avait pas vraiment fait d'école de cinéma, mais on avait très envie tous les deux de faire des films, et on venait d'arriver à Paris. Et on a des amis architectes qui nous ont invités à venir faire des portraits documentaires des habitants de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Donc on a découvert Paris et sa banlieue en même temps grâce à ça. Et en fait, nous, on a pris le métro, on a débarqué à Ivry, et on s'est retrouvés face à cette grande barre de briques rouges qui est déjà très impressionnante par son architecture et puis tout de suite aussi par son histoire qui est un peu sensationnelle puisqu'elle a été inaugurée par Youri Gagarin, l'astronaute, dans les années 60. Et puis après, rapidement, on a rencontré une association de femmes, les Voisines sans frontières. On a pu sentir un peu ce que c'était quoi, de bientôt devoir quitter ce lieu, toutes les histoires qu'il enfermait, qu'il avait vues passer entre ses murs. Et on s'est dit, il faut faire une fiction ici. Et tout a commencé avec un court-métrage qui s'appelait déjà Gagarine, qui racontait déjà l'histoire d'un jeune homme qui voyait sa cité comme un vaisseau spatial. Mais 15 minutes, c'était trop court pour raconter l'attachement de ce personnage à ce lieu et à la communauté qui représente vraiment sa famille, en fait. Et donc on a eu la chance de pouvoir passer de ce court-métrage à un projet de long-métrage aux côtés d'Oécourt et de Carole Scotta et Julie Billy, deux productrices qui, en voyant le cours, nous ont demandé si on avait un projet de long. On leur a dit que nous, Gagarine, on avait envie d'y rester plus longtemps que cette première année qu'on avait passée là-bas. Et donc on s'est embarqué ensemble sur 4 ans de plus, 3 ans d'écriture, 1 an de prépa, pour tourner à l'été 2019, juste avant que la cité soit démolie. On avait envie d'être dans du réalisme magique, donc d'être en équilibre entre fiction et documentaire. Je crois que le film il se situe dans un mélange et un équilibre entre réalisme et onirisme, et je crois que nos influences elles se situent à cette frontière-là aussi. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois un certain cinéma documentaire de création qui explore des formes de langage un peu à la frontière du fantastique ou d'une mise en scène plus poussée qu'un simple naturalisme qui peut nous inspirer. Je pense à Chris Marker évidemment, mais aussi à Dominique Cabrera qui a déjà filmé les grands ensembles et la difficulté que ça peut être pour des personnes qui ont vécu pendant des décennies, génération après génération parfois, de quitter un immeuble qui est vraiment devenu leur maison et leur patrimoine. Je peux te parler 2 secondes? Vas-y, parle-moi. Les 30 euros. Tu veux me facturer, c'est ça? On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 euros. Tu me fais mal à la tête pour 30 euros, c'est sérieux toi? Tu vas faire quoi avec les 30 euros en fait? C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Tu vas rien réparer du tout avec les 30 euros. Mais c'est un début. Il y a plus de 30 euros, j'ai acheté des nouvelles paires. Faut garder espoir les mecs, Gagarine forever. Eh Yuri, faut t'y faire, ils vont la détruire la cité. Tu peux rien faire, il n'y a plus de Gagarine forever. Arrête, moi je partirai pas. mais Arrête gros, ça, c'est pas la bonne mentalité. Il a raison, on va aller où si on nous vient? Je sais pas, dans un petit loft en plein Paname. Vas-y, laisse tomber Yuri, c'est trop tard de toute façon. On aime cette accroche du film documentaire parce qu'elle ancre notre histoire, cette histoire d'un jeune Yuri qui voit sa cité comme un vaisseau spatial. Elle s'ancre dans un héritage qui est là depuis les années 60. Les images d'archives du début du film, elles montrent les utopies, l'espoir qu'il y avait de rentrer dans ces grands ensembles, qui était la modernité pour plein d'habitants. Elles montrent toute la joie qu'il y a dans cette foule qui accueille Youri Gagarin. Après, évidemment qu'en tournant Gagarine, pour nous, c'était aussi la joie de se dire on va tourner un film de science-fiction, même si on savait humblement que ça allait pas être un film de science-fiction à proprement parler, mais on s'est quand même énormément fait plaisir à revoir les grands classiques 2001, Solaris, Blade Runner, et à essayer de réfléchir en regardant tout ça, quels étaient un petit peu les dogmes du film de science-fiction, quels étaient les incontournables. Après, pour s'en éloigner et essayer de construire un film qui était à la hauteur de ce qu'on voulait faire et à la hauteur de notre personnage, Yuri, qui construit son vaisseau quelque part, mais avec ses outils à lui. Donc il fallait trouver la singularité de ce vaisseau. Donc c'est un travail avec le chef-op, où on a passé des jours et des jours à se balader dans ce quartier et à regarder comment on pouvait filmer la vie, mais comment aussi on pouvait basculer avec la lumière, un angle précis, voilà, une question de cadre, de mouvement de caméra,
vers quelque chose qui nous emmène vers l'espace. Donc ça, on l'a pas mal travaillé. On s'est dit, plus on va dans les rêves de Yuri, plus la caméra est flottante, un peu comme en apesanteur. On avait un code couleur aussi qui était que la vie quotidienne de Yuri était plutôt teintée de bleu. Et quand son imaginaire prend le dessus, il y a des touches de rouge qui apparaissent jusqu'à être complètement rouge quand il se voit en cosmonaute dans sa cité. Et je dirais que c'était aussi un gros travail avec la déco, parce que du coup l'équipe déco, qui était dirigée par Marion Burger, elle a eu à transformer un décor qu'on avait la chance d'avoir, qui était une cité vide, des appartements où il y avait des traces d'habitants qui avaient laissé des meubles, des objets personnels, des affiches sur les murs. Donc on a essayé de retranscrire un peu ce qu'on voyait dans les films, ce qu'on voyait dans la réalité de la Station spatiale internationale, parce que par ailleurs on était en résidence avec Jérémy pendant les années de l'écriture au CNES, au Centre national des études spatiales. Donc on a vu plusieurs conférences, on a eu la chance de discuter avec des gens qui connaissaient bien ces vaisseaux-là. Et petit à petit, on va s'embarquer dans le point de vue de ce personnage et y croire à fond et avoir envie de sauver ce personnage, avoir envie d'épouser son point de vue, même si c'est un point de vue qui est un peu décalé face au réel. Et nous, c'était tout le pari de Gagarine. C'était comment on fait pour s'attacher à ce personnage, Yuri, qui est un jeune hypersensible, qui a l'air d'être pas trop fait pour le monde et qui voit sa cité comme un vaisseau spatial. Comment on va y croire à ça? Et nous, notre réponse, ça a été une réponse, je crois, de mise en scène. C'est-à-dire qu'on s'est dit que toute la mise en scène, elle allait être déployée depuis le point de vue de notre personnage principal. Donc on débute le film en arrivant dans sa chambre. Et puis on découvre ce jeune homme qui est un peu seul, qui est en train de faire des plans pour réparer sa cité. Et puis il a un télescope pointé vers la cité justement, et il plante son œil dans l'œilleton, et là on s'embarque dans son regard. Et je crois, j'espère qu'on sent dès le début qu'il y a beaucoup de douceur et de bienveillance de Yuri envers les habitants de sa cité qui forment une communauté. Et on ne va plus jamais lâcher ce point de vue. Donc on commence dans un registre plutôt naturaliste, parce que la cité elle est vivante, et Yuri il est au milieu de cette vie. Et c'est vraiment au fur et à mesure que les habitants vont partir et que Yuri va se retrouver isolé, qu'il va donc devoir puiser dans ses rêves pour chercher des ressources de survie, que la mise en scène va devenir de plus en plus onirique, à faire des clins d'œil à la SF, une caméra de plus en plus flottante, des couleurs de plus en plus franches, des monochromes, et finalement un film qui va de plus en plus vers l'apesanteur. Et tout notre récit, en fait, il est, je crois, entre apesanteur et effondrement. Et je pense qu'à la fin, on se dit qu'on ne sait plus si c'est nous, réalisateurs, réalisatrices, qui avons voulu faire ça, ou si c'est l'imaginaire du personnage qui teinte la réalité de quelque chose de complètement surnaturel. Enfin, je ne sais pas ce qu'on se dit, mais en tout cas, je pense que si ça marche pour les gens qui y croient, c'est de l'amener progressivement qui permet ça. Et d'y aller à fond, dans la limite de nos moyens. C'est-à-dire que nous, on avait très envie de ces scènes d'apesanteur qu'il y a à la fin du film. Et c'est vrai que dans l'économie d'un premier film français, on ne peut pas se permettre de faire trop d'apesanteur, parce que c'est des effets spéciaux, c'est une journée de studio. Donc on a fait en bricolant ce qu'on a pu, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs techniques pour filmer Yuri en apesanteur. On voulait que ce soit dans les décors réels, donc on n'a eu qu'une journée en studio, mais la plupart dans le couloir, dans les escaliers, c'est les décors réels de la cité. Et voilà, après, en travaillant beaucoup la musique, la lumière et ces effets-là, on espère arriver à un point culminant de l'espace, en tout cas de la place de l'espace dans le film.
On est hyper fan de Spielberg, par exemple. C'est E.T., Rencontre du troisième type, c'est des films qui ont forgé notre désir de cinéma, je crois. Et on avait envie d'aller vers ça de manière franche et généreuse, et en même temps d'ancrer le film dans un contexte social qui dit quelque chose de politique sur notre société. Et on avait envie d'épouser ces deux registres-là. C'est un endroit où on n'a pas vécu, mais où on a passé beaucoup de temps. D'abord parce qu'on a vite été attaché à cet endroit après avoir réalisé le court-métrage. On y a fait des ateliers vidéo, on a passé du temps avec des groupes de jeunes de 12 à 25 ans, des mamans du quartier, des gens plus âgés avec qui on a fait des documentaires. On a fait un court-métrage de fiction, un autre après Gagarine, qui s'appelle Sarah revient. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment la réalité des lieux et des gens qu'on a rencontrés qui nous ont inspiré les personnages. Ce jeune homme, par exemple, Yuri, on l'a inventé en passant du temps à Gagarine, en rencontrant la jeunesse de Gagarine, cette cité précisément. Et c'est eux, même si on n'a pas rencontré un Yuri précisément, qui nous ont inspiré ce Yuri-là. De la même manière, il y avait vraiment un bidonville au pied de la cité Gagarine. Et on a tourné un documentaire dans un autre bidonville avec la communauté Rome à Montreuil. Et la force de résilience de cette communauté et notamment de sa jeunesse nous a inspiré le personnage de Diana. Et puis voilà, comme ça, Fari, c'est une femme forte qui aide toute sa communauté sans être dans un excès de figure maternante quelque part, quoi. Et elle est clairement inspirée d'une femme qu'on a rencontrée. On avait tourné un autre court-métrage, La République des Enchanteurs. Et après, je dirais qu'il y a une bonne partie aussi des choses qui est peut-être liée au casting qu'on a fait pendant des mois avec Judith Chalier, une directrice de casting. Et on a essayé de construire une famille un peu. On a d'abord cherché à trouver notre Yuri, qui est joué par Alseni Batelli. Et ça a mis du temps parce qu'on avait un physique en tête et quand on a rencontré Alseni, c'était pas vraiment celui-là qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'Alseni, il avait 17 ans au moment du tournage, mais il avait déjà un corps d'adulte, mais un sourire et un regard d'enfant. Et finalement, c'est ce mélange-là qui nous a convaincus. C'est vrai qu'à la base, on n'imaginait pas ça, un corps de super-héros un peu. Et finalement, ça nous a séduits et on est trop contents d'avoir travaillé avec lui. Et après, voilà, autour de lui, qui n'avait jamais joué, lui n'avait jamais joué, on a essayé de composer une famille d'acteurs qui plus ou moins expérimentés. Pour Diana, par exemple, c'était toute une réflexion. Pendant un temps, on pensait que ce serait important de rencontrer une jeune fille rome qui interprète ce rôle. Salut ton mec. Vas-y ta gueule toi. T'as ramené des tomates. On va faire quoi avec des tomates? Pour le repas? Ça y est, on a fini. Ah. T'arrives à la fin. Je le connais lui. C'est encore Je connais. Il est bien. Je le connais de la cité. Et puis, en fait, on a appris des choses évidemment pendant la construction de ce film, puisque c'est notre premier long métrage, et on a notamment appris à faire confiance au métier d'acteur aussi. Et quand Judith Chalier nous a présenté Lina Coudry, en nous disant faites confiance à ça, faites confiance à la fiction aussi. Il y a le métier d'un acteur, c'est aussi d'incarner des gens qui sont loin de lui. Et la force du cinéma, elle est aussi là. Et c'est vrai que rencontrer Lina Coudry, pour nous, ça a été une grande chance parce que elle a supporté avec une grande justesse des scènes à forte dose d'émotion. Yuri! 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 Mais finalement, le plus important, c'était pas l'identité et l'origine de Diana, c'était plutôt sa personnalité. Et ça, Lina, elle a très vite compris quelle était la personnalité de Diana. Une fonceuse, quelqu'un qui amène beaucoup de soleil dans le film. D'ailleurs, on s'est beaucoup dit dans la construction des personnages qu'il y avait Yuri qui était un peu la planète centrale et qu'autour de lui, il y avait plein d'autres planètes qui gravitaient. Et
que chacune de ces planètes, elle disait quelque chose de ce personnage et que lui-même, il apprenait avec eux. Et qu'on comprenait Yuri à mesure qu'on découvrait les autres personnages. Tu fais bronzer les fleurs. Vas-y, va bronzer. Vas-y, viens bronzer. Bah, ça me ferait peut-être du bien, tu vois. Bah oui. Par exemple, Judith Chalier avait assez vite pensé à Finnegan Oldfield. Ça peut enfin commencer, frère. Donc on a organisé une rencontre. Et Finnegan, il avait lu le scénario et la première chose qu'il nous a dit, pour moi, Dali, c'est un répliquant. Il pensait à Blade Runner, il disait pour moi c'est un martien, il vient d'une autre planète et il regarde les autres hommes comme si c'était eux qui venaient d'une autre planète, il ne les comprend pas très bien. Ça c'est quelque chose que nous on n'avait pas forcément intégré et pourtant on lui a dit mais parfait, très bien, garde ça. Et évidemment ce qui est génial au moment de chercher les visages qui vont incarner ces personnages, c'est qu'on se laisse surprendre par le réel aussi. Et c'est vrai que le casting, c'était hyper important pour nous parce qu'on a passé tellement d'années dans la cité Gagarine à créer des liens d'amitié avec les habitants que à l'heure de les représenter dans ce casting fictif, il fallait qu'on soit pour nous assez juste pour pas trahir ce réel, même si on avait envie de faire une fiction. Je crois qu'on avait la volonté de se dire que Gagarine, c'est un lieu qui existe, qui existait, mais on avait envie que notre histoire, elle soit un peu hors du temps et de l'espace. Donc ça puisse être une cité, un immeuble en Angleterre, enfin dans l'idée qu'on ne marque pas trop les codes français et des années 2020. Donc on a essayé de gommer un petit peu les traces de temps et d'espace. Et je dirais que d'avoir pensé à Denis Lavant, ça va un peu dans ce sens-là, parce que pour nous, c'est un acteur intemporel. Et il est le seul moment où Yuri, entraîné par Diana, sort de sa cité. Et donc, on avait envie d'ouvrir un nouvel imaginaire. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de cette cité, dans ce monde qui fait tellement peur à Yuri qu'il ne veut plus sortir de sa cité. Il y a presque d'autres planètes, quoi. Et Denis Lavant, il est sur une autre planète. Et aussi, Denis Lavant, c'est parce qu'avec Jérémy, on est très inspiré par les films de Léos Carax. On adore ses histoires, sa mise en scène et comment il crée des personnages un peu fragiles, pas trop faits pour le monde. Ça nous touche beaucoup et du coup, on a adoré Mauvais Sang, Les Amants du Pont-Neuf. Donc Denis Lavant, c'est un acteur qu'on admire beaucoup et qu'on était trop content de pouvoir placer dans notre histoire. J'ai des bijoux. De l'or. Truc volé, ça m'intéresse pas. Je suis pas un brigand, moi. C'est pas volé. C'est à ma mère. C'est sérieux, là? Toc. Je vois rien. Toc. Toc. Moi. Bon. Ça, à la limite, hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Tu nous laisses 1 heure dans le gouffre et on prend 15 kilos de ce qu'on veut. 10 kilos. Ok. Ok. Passe-moi le médaillon. Donne. Donne. Eh, dis, c'est pas très bien ce qu'il veut, ton copain, hein. Moi, ce que j'aime bien dans les personnages de Gagarine, c'est qu'ils n'ont pas forcément le même langage, mais ils essayent de communiquer malgré tout. Donc, quand on ne parle pas le même langage, qu'est-ce qu'on fait? On invente. On se met à parler en morse, on se fait écouter de la musique, on parle avec le corps, en dansant, en se disant rien, ou juste en regardant la ville côte à côte. Et pourquoi ils seraient agressifs, les extraterrestres? Quand les gens ils parlent pas le même langage, eh ben, ils se tapent dessus, tu vois. C'est comme ça. Hein. Là, je m'en fous, j'ai une langue spéciale, je peux parler à tout le monde. Comment ça? Comme ça. Donne ta main. Toi aussi, donne. Donne. Un long. 2 courts. Ça fait D. 2 courts. Ça fait I. A. N. A. Ça fait Diana. Trop bien, tu parles vraiment morse. Tu connais? Ouais. Diana, qui est une jeune fille rome qui vit dans un bidonville
au pied de la cité Gagarine, il y a ces deux précarités un peu qui se juxtaposent, une à l'horizontale, l'autre à la verticale. Yuri et Diana sont tous les deux, dès le début du film, menacés d'expulsion quelque part. Mais elle a ce ressort un petit peu d'oser aller vers le monde extérieur. Et elle embarque Yuri, d'ailleurs, les seules fois où Yuri sort de sa cité, c'est avec Diana. Et elle l'embarque notamment dans cette quête de langage, quoi. Et c'est vrai qu'au moment où elle découvre la capsule de Yuri, elle la découvre d'ailleurs avec beaucoup de tolérance et bienveillance, sans a priori, quoi, alors que lui, il a sûrement peur d'être un peu jugé. Et que Dali, le dealer, un petit peu clochard céleste, se retrouve avec eux. On avait envie d'un moment comme ça, où ils sont tous les trois, et même s'ils sont abandonnés du monde, invisibles dans cette cité qui est sur le point de s'effondrer, eux ils vivent, quoi. Et ils ont aussi un espoir quelque part. Et donc Dali qui lance le CD de la Marseillaise reprise par Gainsbourg, ça dit un peu ça. Je connais pas les derviches tourneurs. Regarde, hey, j'ai besoin de place. Tu vas voir, vas-y, fais-moi de la place. Mon grand-père faisait ça pendant 3 jours sans s'arrêter. Je te jure sur ma vie, 3 jours. Amour sacré de la patrie. Conduit, soutient son brave rangeur. La Marseillaise de Gainsbourg, c'est venu un peu comme une évidence au montage parce que Diana, Yuri et Dali, qui sont abandonnés un peu par la société dans ce moment-là du film, tout seuls dans une cité complètement vide, ben pour nous, ils représentent quand même cet abandon de la France que subissent parfois les jeunes, notamment dans les quartiers. L'espièglerie qu'ils ont, elle nous fait penser à Gainsbourg un petit peu face à la société française, quoi. Et en même temps, bien sûr, c'est une manière de dire attention, cette jeunesse-là, elle existe, elle est magnifique, elle est le futur de notre société, mais si on l'oublie et qu'on l'abandonne, elle va se refermer sur elle-même. Il y a un morceau de The Street dans le film. C'est vrai que quand on voit des films qui se passent en banlieue, il y a souvent du rap et c'est une réalité. Je veux dire, la cité Gagarine, en plus, elle est liée à PNL, puisque les rappeurs y ont vécu un petit moment. Donc on avait envie qu'il y ait un peu de rap, mais on a essayé de le décaler en prenant du rap anglais, un morceau qu'on aime beaucoup. Et après, ça a été un plaisir de travailler avec les frères Galperine parce que on a beaucoup réfléchi avec eux sur le côté spatial, comment amener la nostalgie avec des instruments un peu anciens, un mélange de musique électronique et plus classique. Et on a travaillé avec eux sur une bonne partie du film. Et pour la fin du film, en fait, on avait rencontré Amine Bouafa parce que c'est lui qui a composé la musique de Yatara, le morceau qui est chanté par Léna Chamamian, qui est au milieu du film et ça veut dire « et après », et qui est une chanson très nostalgique qu'on aime beaucoup, qui a été écrite pour le film. Et en fait, sur la fin du film, nous, on avait envie que le film parte dans un peu de lyrisme, une émotion, un décollage. Et lui, il a amené cette sensibilité-là, quoi, de pouvoir faire d'un film qui part sur une base assez réaliste, l'emmener loin dans l'espace. Yuri lance un SOS au monde et voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire de ces grands ensembles, de ces cités, de ces jeunes qui y vivent, et puis pas que des jeunes, de tous ces habitants qui ont des histoires importantes dans ces endroits-là. C'est un appel à bienveillance, quoi. Attention, on est là, on existe, on est beau. Prenez soin de nous, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on laisse ouvert aussi, c'est de dire on voit cette cité à travers les yeux de Yuri et c'est un regard possible sur un endroit. Et ce qui est important quand même dans les quartiers en banlieue, c'est le regard qu'on porte parce que en fait, il y a beaucoup d'habitants, je veux pas faire de généralité, mais qui souffrent de l'image qu'on porte sur eux et donc qu'ils ont d'eux-mêmes du coup, et notamment des jeunes, parce que c'est problématique après quand on veut se lancer dans la vie, trouver un boulot, faire des études, et qu'on a l'impression que de l'extérieur de sa cité, on est vu comme
voilà, comme incapable de tout ça. Et du coup, Yuri, il a un regard, il voit cette cité comme une cité magnifique, comme son vaisseau spatial, comme le ventre de sa mère, comme tout ça. Du coup, voilà, si la société elle change de regard et du coup que la politique suit sur qu'est-ce qu'on fait de ces quartiers, ça peut aussi changer beaucoup de choses. Avec Fanny, on a plaisir à tout, je crois, tous les deux, à travailler avec les comédiens autant qu'à réfléchir à l'image. Et donc, on se délègue rien, on fait tout ensemble. En fait, quand on prépare un film, déjà on l'écrit longtemps ensemble, on a une sensibilité très proche qui fait que souvent on a les mêmes envies ou on se réjouit des mêmes choses, quoi, en tout cas. Et après, on prépare beaucoup le tournage. On s'entoure d'une équipe, donc on n'est pas que deux, finalement, on est un collectif qui fait des films. Et ensuite, sur le tournage, c'est un peu en fonction des prises. Il y en a un qui court parler aux acteurs, et puis l'autre à la caméra, et puis la prise d'après, ça change. Après, évidemment, de temps en temps, on fait le perroquet, et bien plus d'une fois, on a vu les comédiens nous faire un sourire entendu. Oui, oui, Fanny me l'a déjà dit il y a 2 minutes. Mais j'espère qu'on ne fait pas trop les perroquets quand même. Et puis, de temps en temps, quand il y a un petit doute, ce qui est bien, c'est que sur un tournage, le rythme peut parfois être un peu intense, la tension, le stress peut monter un petit peu. Et donc, nous, on impose 3 minutes de pause. On se retire et on discute ensemble. Ça nous permet à nous d'être bien sûr qu'on va dans la même direction. Et ça permet à tout le monde aussi de redescendre un petit peu, réfléchir à là où on en est et ensuite on repart. Et on a vraiment plaisir à être deux, à partager ce travail-là. Parce que voilà, fabriquer des films, ça peut être long, il y a des hauts et des bas. Et on est heureux de pouvoir partager les moments de réussite, de joie, les moments plus difficiles, les échecs. Et voilà, au moment où on avance de front tous les deux.